Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Écoutez, nous allons commencer sans plus attendre pour ne pas pénaliser ceux qui sont arrivés ponctuellement. Et puis on a l'habitude de commencer ce genre de table ronde à peu près à l'heure. Donc ce soir, Jean-Pierre Orfeuille est le troisième invité de Questions publiques. Questions publiques, c'est ce cycle de rencontres publiques, de conférences co-organisées par le Conseil de développement de Nantes Métropole, le Centre de communication de l'Ouest et la revue Place Publique. Nous avons eu comme premier invité le juriste Alain Supiot. Nous avons eu il y a un bon mois le philosophe Jacques Ricot sur les questions de bioéthique. Et aujourd'hui, un sujet très différent, mais ce qui montre bien l'étendue de nos centres d'intérêt. Jean-Pierre Orfeuille, qui est urbaniste et qui est spécialiste des questions de déplacement. Évidemment, cette rencontre ne doit rien au hasard. Vous savez qu'actuellement, Nantes Métropole travaille au prochain PDU, au prochain plan de développement de déplacement urbain, pardon. Le Conseil de développement de Nantes Métropole s'est également saisi du dossier. Et pour poursuivre, pour prolonger la réflexion collective, nous avons pensé que Jean-Pierre Orfeuille serait l'invité idéal. Les choses vont se passer de manière un tout petit peu différente de nos habitudes, puisque Jean-Pierre Orfeuille est aussi un homme de l'image. Donc il a prévu un exposé plutôt suivi à la place des conversations publiques auxquelles nous étions accoutumés, avec une projection pour soutenir le propos. Il va parler pendant 3 gros quarts d'heure, une petite heure. Et puis ensuite, nous entamerons la conversation avec vous, bien sûr. Et puis également avec Bernard Fritsch, qui est géographe, qui enseigne pour l'instant, en tout cas à l'Université de Nantes, qui est membre également du Conseil de développement de Nantes Métropole et qui a collaboré à plusieurs reprises à Place Publique. Il y a notamment 2 ans, nous avions organisé une table ronde, mais qui n'était pas publique, sur la question du modèle nantais de transport. On se demandait si ce modèle n'était pas en train de s'essouffler. Et à ses côtés, nous avions à l'époque le directeur général de la CEMITAN, le leader de l'opposition municipale et François de Rugy, qui à l'époque était vice-président de Nantes Métropole en charge des questions de transport. Eh bien, je passe sans plus attendre la parole à Jean-Pierre Orfeuille. Merci. Juste quelques mots pour préciser les choses. Bon, j'enseigne à l'université Paris-Est. Je suis non nantais. Donc, je travaille depuis longtemps sur les questions de mobilité. Il va sans dire que quand je me déplace quelque part, je parle de mobilité en général et pas de la politique de mobilité de la majorité ou de l'opposition de tel ou tel lieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que vous m'avez gratifié d'images. Bon, malheureusement, j'ai honte, mais par rapport à au PowerPoint que pourrait proposer de jeunes très, très habitués à la manipulation d'images, vous verrez surtout du texte, et je vous prie de m'en excuser. Bon, cela dit, je vous annonce le menu. Le menu, je crois qu'il faut commencer très basiquement par la notion de société de mobilité qui ne renvoie pas au transport, mais parce que la mobilité, c'est un tout. Ensuite, j'aborderai quelques définitions. Alors ça fait un peu universitaire, mais de fait, je crois que pour clarifier les débats, il faut aller voir ce qu'il y a sous le sens des mots. Et souvent, on utilise le même mot pour parler de choses très, très différentes. Donc, ça sera un essai de clarification de quoi on parle. Ensuite, je vous parlerai de quelques ordres de grandeur. De ce qui me semble important aujourd'hui, à savoir que, grosso modo, nous sommes au niveau... Enfin, je dirais que là, on peut caractériser assez facilement la situation actuelle en disant que nous avons des évolutions en matière de comportement qui restent très très marquées par notre passé. En revanche, et là je parle bien au niveau des individus,
mais en revanche, au fond, des attentes, des fantasmes, enfin une psychologie qui a relativement changé, ce qui se traduira par un certain nombre d'interrogations. Ensuite, on regardera quelques réponses actuelles et quelques réponses possibles qui, en quelque sorte, ne figurent pas nécessairement aujourd'hui sur l'agenda, mais qui sont des sorties possibles du modèle actuel. Alors, société de mobilité. Bon, société de mobilité, je dirais, de quoi parle-t-on? Alors là, je fais référence à des textes de sociologues, le plus gros de la troupe étant anglais ou allemand, qui, au fond, nous disent la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est caractérisée essentiellement par deux choses. C'est le raccourcissement des horizons en termes temporels. C'est l'augmentation de la portée des interactions en termes spatiaux. Ce qui se passe sur le marché des subprimes américains peut avoir des incidences sur nos vies quotidiennes finalement assez rapidement. Et c'est l'impérative nécessité de réflexivité. Disons que les positions acquises le sont en tout cas pour moins longtemps. C'est bien entendu l'image mentale véhiculée par Internet, les téléphones portables ou tout ce que vous voulez. Bon, nous sommes dans cette société-là avec deux types de conséquences. Un premier qui est tout à fait souhaitable, qui est que nous avons une efficacité dans bien des domaines de la production absolument extraordinaire, et en même temps des conséquences moins souhaitables et en tout cas moins souhaitées. Je crois que personne ne rêve d'instabilité, tout le monde rêve de liberté et personne ne rêve d'instabilité, ça fait partie de nos contradictions. Personne ne rêve en moyenne de stress, même si le stress de temps en temps alimente de belles choses, et des termes comme individu trajectoire, tyrannie de l'instant, tyrannie de l'urgence, etc., sont apparus dans la littérature récente. Bon, vous voyez que bien évidemment, on est dans un contexte au fond plus instable, largement porté par un processus à la fois d'individuation et de spécialisation, qui nous met dans une situation finalement quand même assez différente de celle qu'on a connue dans les Trente Glorieuses, avec un progrès régulier, prévisible, ou en tout cas on le pensait prévisible. Et en l'espace de moins de 2 générations, beaucoup de choses ont changé de ce point de vue. Alors, à quoi on aspire ? On veut évidemment de la mobilité, on veut se construire sa vie, mais si on veut se la construire, c'est quand même pour que les autres la construisent pas à notre place. Donc on cherche à garder la main sur sa mobilité et ne pas se la faire imposer. On a en France des mobilités résidentielles, par exemple, qui sont faibles. Une fois qu'on a choisi aux alentours de 30 ans un lieu de résidence, c'est souvent pour un bout de temps important, ce qui fait que si d'autres choses changent, on aura une mobilité de transport, celle-là, qui ira plutôt croissante. On a bien sûr des résistances à la mobilité sur l'emploi, ça on le sait bien, et y compris chez les cadres sup, on a une volonté par exemple de maîtriser les déplacements professionnels, qui est que, en gros, on se refile quand même un petit peu le bébé du haut en bas de la hiérarchie pour tout ce qui n'est pas totalement stratégique. On cherche évidemment aussi à profiter des opportunités quand on en a envie. Et autre élément de réflexion, et je crois là très, très présente dans le terrain des exercices PDU, on cherche à ne pas être trop importuné par la mobilité ou la présence des autres, avec un vocabulaire environnemental, avec peut-être de temps en temps ou assez souvent des volontés d'écarter, je dirais, des autres qui ne seraient pas conformes à nos attentes. On a des stratégies qui sont très très différentes selon les capitaux économiques, culturels ou autres, mais en tout cas, la mobilité de l'autre ne nous laisse pas indifférents. On cherche bien sûr à profiter des aubaines. Vous avez sur, par exemple, le ferroviaire régional, voire
interrégionales à destination de Paris. Bon, un certain nombre de cas de grande migration qui profitent de tarifs relativement bas et de conditions relativement confortables de déplacement pour construire une existence très, très, très distanciée entre le domicile et le travail. Bon, on cherche évidemment à ralentir le mouvement global, on cherche des moments pour soi, on ne passe pas, on n'est pas des fans du mouvement complet, et on voit bien, y compris, moi j'ai pris un petit moment pour visiter le centre, on apprécie beaucoup des moments de calme, de détente, de se poser. Alors j'en viens maintenant à la mobilité au sens transport, mais gardons simplement présent à l'esprit que la norme un peu globale de la société, c'est quand même, il faut te bouger, quoi. C'est quand même un peu ça. Alors, en termes de mobilité, on va dire, par exemple, qu'est-ce qu'on dit quand on dit la mobilité augmente ou la mobilité s'améliore ? Eh bien, on dit des choses pas précises. Alors, on va essayer de rentrer un peu d'essayer de voir les différentes entrées possibles. Alors, ce que nous, on appelle, quand je dis nous, c'est un peu la communauté des petites, des spécialistes de la mobilité. Les conditions de la mobilité, c'est finalement ce que des économistes appelleraient l'offre, la consistance de l'offre. C'est en gros, avant la Révolution, il fallait à peu près une semaine pour faire Paris-Nice. Aujourd'hui, il faut, suivant le mode que vous utilisez, entre 2 heures et 5 heures ou 6 heures. Ces conditions de la mobilité, c'est en gros l'amélioration constante qui a été procurée par des politiques d'infrastructure, par l'efficacité des matériels de transport, les gains en sécurité que permettent les télécoms, mais c'est aussi, dans un ordre éventuellement inverse, le fait que la ville, et en tout cas son centre-ville, sa partie historique, est un peu plus difficile à accéder dans tel mode et va être plus facile dans un autre. C'est ce à quoi sont soumis, je dirais, à peu près l'ensemble des gens. Après, ces conditions de la mobilité, il y a des gens qui peuvent s'en saisir plus ou moins facilement, suivant leurs aptitudes, compétences ou capacités. C'est clair que, je vais prendre un exemple un peu trivial, mais le taxi, c'est un mode plutôt agréable. Mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas s'en servir, je dirais l'essentiel de la population, pour des raisons de coût, au moins en termes habituels. Il y a des problèmes, alors qui, en dehors des questions de ressources économiques, des problèmes cognitifs, des problèmes d'intérêt de se sentir bien dans tel ou tel lieu. Un centre-ville un peu embourgeoisé, peut ne pas être un lieu parfaitement rêvé pour certaines catégories de la population, etc., etc. Gardons à l'esprit que de ce point de vue-là, nous sommes différents, voire inégaux, et qu'il y a la mobilité, ça s'apprend. Ça s'apprend. On a toute une série de recherches historiques, par exemple, sur comment il y a eu un apprentissage du tourisme. Et quand vous êtes dans des endroits que vous ne connaissez pas, vous vous retrouvez dans la situation de gens qui ont de moindres connaissances, par exemple des immigrés récents ou autres. Troisième élément, il y a des obligations de mobilité. Alors ça, on en parle très peu parce qu'on n'arrive pas à bien construire des indicateurs autour de ça. Mais c'est clair que si vous avez votre entreprise qui délocalise, si vous avez un hypermarché qui a un peu asséché toute l'offre commerciale, si vous avez une réforme de la carte hospitalière ou de la carte judiciaire qui fait que le greffe du tribunal s'est déplacé, eh bien oui, en moyenne, on crée ainsi des obligations de mobilité et elles sont plus importantes qu'on le croit souvent. Bon, les envies, je passe rapidement, mais ça existe, le plaisir existe, y compris dans la mobilité. Et puis il y a les pratiques. Et les pratiques, ça, c'est
ce qu'on décrit à travers les enquêtes. Mais vous voyez immédiatement que les pratiques, elles résultent d'arbitrage entre ce qu'on peut faire personnellement, ce que le système de mobilité nous offre, c'est les conditions, des obligations et éventuellement des envies. C'est-à-dire que le constat d'une pratique résulte déjà d'arbitrages qui ont été faits par des gens. Alors, ces pratiques, on en rend compte par des enquêtes, qu'on appelle les enquêtes ménages. Et puis, on a d'autres observations qui sont les trafics. Alors, les trafics qui peuvent être jugés trop lourds, pas assez lourds, pesant sur les espaces, pas pesant sur les espaces, si bien qu'au final, on a des représentations qui se forment, des représentations où il y a quand même un axe du mal, un axe du bien. Et les modes sont assez souvent positionnés sur ces axes, notamment dans les débats publics. Et ces représentations peuvent être en conflit avec les valeurs de la société de mobilité. Encore, y compris ce matin dans notre colloque, on avait quand même des prises de position où, au fond, dans un espace métropolitain, l'idéal reste un peu la vie de village, ce qui est quand même ce qui peut poser question, en tout cas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de tendre vers ça, mais au fond, il faut quand même se demander pourquoi, quand on est dans une métropole, a priori, c'est quand même pour en profiter des ressources qu'elle offre. Bon, ces ambiguïtés de jugement, elles sont assez largement fondées sur, je dirais, une culture sectorielle. Cette culture sectorielle du déplacement, des spécialistes, des déplacements dans les villes, on finit par oublier que le déplacement n'est pas une fin en soi, que c'est une condition pour accéder à des ressources, à des activités, à des rencontres, et que celles-ci même sont relativement, ont des intérêts diversifiés. Bon, je rappelle souvent que mon grand-père allait au cinéma de quartier. Il ne savait pas quel film il passait, il savait simplement que tel jour, il allait au cinéma du quartier, comme on va au bistrot faire un PMU. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on a plutôt des quartiers de cinéma que des cinémas de quartier. Et ces quartiers de cinéma, ils vont nous offrir une programmation diversifiée dans laquelle on va faire des choix. Grosso modo, on se déplace quand l'utilité nette pour soi est positive. L'utilité nette, c'est l'utilité brute moins le coût du déplacement. En temps, en argent, en inconfort, en ce que vous voulez. Et bien, cette utilité du déplacement, il faut bien comprendre qu'elle est complexe. Je vais à tel endroit ne me dit rien sur l'utilité du déplacement. Je vais voir mon gynécologue, de préférence au gynécologue qui est à proximité de chez moi, mais que je trouve pas terrible. Bon, ça, pour moi, c'est très utile. Et le déplacement en vaut la chandelle, si j'ose dire. Alors, le problème, c'est que cette utilité-là, elle fait rarement partie des débats et que nos enquêtes ne permettent pas beaucoup d'en rendre compte. Nos enquêtes, elles disent mon déplacement est un déplacement de loisir. Bon, très bien. Mais il y a des lieux de loisirs plus ou moins intéressants que d'autres, plus ou moins adaptés aux choix des gens. Et le deuxième élément, c'est que, étant dans le domaine depuis une trentaine d'années, je vois pour des bonnes et des mauvaises raisons une régression forte de l'évaluation des politiques conduites, alors des évaluations économiques, au profit d'évaluations mobilisatrices, lesquelles reposent essentiellement sur une bataille de l'opinion autour de quelque chose qui est nécessairement un objet, un système qui va pouvoir cristalliser des rêves, même s'il n'est pas toujours, par exemple, à la bonne échelle territoriale. Dit autrement, il y a pas, je dirais, il y a un certain nombre de domaines sur lesquels vous pouvez dire plus c'est mieux. En matière de mobilité, c'est pas si évident que ça. Je dirais plus de mobilité, moins de mobilité.
vous pouvez avoir trop de mobilité pour des gens qui n'ont pas pu se poser là où ils l'auraient souhaité, hein, et qui vont faire des longs déplacements qu'ils ne choisissent pas nécessairement. Moins de mobilité peut être produit par une situation économique pas bonne de la part de gens dans des quartiers d'habitat sociaux, mais ça peut être aussi le fait de gens qui ont pu ajuster, par exemple, leur choix immobilier à leur choix en matière de travail, de loisirs et autres. Et donc, l'échelle de jugement ne peut pas être strictement sur le domaine des transports. Les marchés immobiliers, eux, ils répondent pour partie. Ils répondent pour partie. Bon, en moyenne, les valorisations foncières sont quand même plus élevées en moyenne dans les centres qu'à mesure qu'on s'en éloigne. Cela dit, il n'y a pas que ça qui joue, l'environnement social, l'environnement environnemental, si j'ose dire, et bien d'autres éléments jouent pour former les valeurs immobilières. Mais je crois que le point à retenir, c'est quand même le suivant, c'est que autant le domaine de la mobilité relève de politiques publiques et de politiques publiques fortes, nos politiques publiques ne doivent pas oublier qu'in fine, il reste des marchés qui bouclent les choses et que les marchés immobiliers en font partie. Bon, quelques ordres de grandeur maintenant, avant, pour quand même fixer les idées, parce que dans nos débats, on a souvent l'impression que les modes sont équivalents et il faut rappeler les ordres de grandeur des poids. Alors je ne suis pas nécessairement comme Staline en train de dire combien de divisions, mais enfin, il faut quand même un petit peu compter de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Bon, voilà les résultats de l'enquête Transport 2008 France entière. Donc il s'agit de mobilité locale, c'est-à-dire de mobilité à moins de 80 km de son domicile. Qu'est-ce que c'est que la journée moyenne d'une personne, alors pour l'instant de 6 à 90 ans, c'est 1 heure par jour en déplacement. C'est des déplacements qui, au cours de la journée, nous amènent à faire 25 km. Alors pour des adultes, c'est plutôt 35-40. C'est une vitesse moyenne aux alentours de 26-27 km/h. C'est un petit quart de déplacement à pied, pas beaucoup en 2 roues, et en gros, les 2 tiers en voiture et un peu moins de 10% en transport public. Bon, je crois qu'il faut garder ces choses-là présentes à l'esprit. Et vous voyez que le jugement, il change un petit peu quand on raisonne, et ce qui est plus correct en termes de distance parcourue que de déplacement. Mais grosso modo, gardons présent à l'esprit que les déplacements dont on souhaite qu'ils se développent, on peut le souhaiter parce qu'ils sont quand même relativement minoritaires. Mais les souhaits qu'on peut avoir doivent être confrontés à quelque chose où là, personnellement, moi, je suis quand même extrêmement, je dirais, respectueux d'une certaine façon. Je pense que les gens ne se conduisent pas comme des abrutis, que ces chiffres, en gros, reflètent quelque chose qui est qu'un certain nombre de moyens de déplacement sont préférés, pas juste parce que c'est beau, parce qu'on veut se montrer, parce que ceci, parce que cela, mais parce qu'ils sont plus rapides, plus confortables, etc., etc. Vers le travail, ça vous donne ça, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais vers le travail, grosso modo, retenez 2 choses. Là, on est en moyenne à peu près aux alentours de 15 km de distance domicile-travail, aux alentours de un peu plus de 20 minutes aller. C'est la même chose depuis longtemps, depuis très longtemps. Donc les distances croissent et les durées ne croissent pas parce qu'on utilise des moyens de transport plus rapides. Et notre grande façon de réguler nos temps, c'est finalement de réduire de beaucoup les déplacements le midi. De plus en plus de gens restent sur place le midi et comme ça, je dirais, économisent du temps pour faire d'autres déplacements qu'ils vont multiplier.
Bon, la mobilité hebdomadaire, alors tout ça pour dire au fond, là j'intègre ce qui se passe le samedi et le dimanche. Bon, on a à peu près les mêmes diagnostics, c'est pas la peine de détailler. Alors, en gros, si je regarde maintenant les choses en évolution, depuis qu'il existe des enquêtes, alors on pourra remonter à la fin des années 60, d'usage pour des enquêtes qu'on peut vraiment comparer avec des méthodologies vraiment comparables, d'aller plutôt vers le début des années 80. En gros, on est toujours autour d'1 heure par jour et par personne. Ça n'a pas bougé. Donc ce qu'on appelle le budget temps de transport apparaît quand même comme une grande constante, un grand régulateur des choses, et pour beaucoup plus de kilomètres. C'est-à-dire qu'on se déplace plus rapidement. Cela dit, sur la période récente, la comparaison des 2 dernières enquêtes montre que, en gros, les vitesses n'augmentent plus aujourd'hui. C'est-à-dire que on a fini par ne plus faire beaucoup de développer de nouvelles capacités, notamment routières. On le voit maintenant sur les comportements. C'est pas du tout une critique, hein, mais on va voir que bien que le grand mécanisme de fabrication d'une mobilité de distance plus grande est aujourd'hui un peu tari. Alors, point là auquel je crois qu'il faut accorder toute son importance. Manifestement, et malgré tout ce qu'on peut dire, la question des durées de déplacement reste le premier critère de choix de mode par les populations, par les gens. Malheureusement, assez souvent dans les documents soumis à la réflexion, et là je peux prendre l'exemple de l'Île-de-France ou des statistiques parisiennes ou autres, les durées de déplacement ne figurent pas en premier dans ce qui est soumis à la réflexion de nos élus. Bon, quelques éléments un peu globaux sur les tailles de marché. Bon, pourquoi ? Parce que je crois que nous avons une survalorisation mentale de ce qu'on appelle la mobilité urbaine. La mobilité urbaine, c'est-à-dire la mobilité qui se place dans les cadres denses, hein, eh bien, c'est aux alentours de 20% des kilomètres qu'on fait. Hein. Gardons présent à l'esprit que 80% des kilomètres qu'on fait ne sont pas dans le cadre de nos centres-villes, voire même de l'unité urbaine centre plus banlieue. Ils sont ailleurs. Alors, c'est ailleurs. Il est pour partie à l'international, hein, avec des kilomètres faits en avion. Bon, vous faites... on fait très facilement en avion et en très peu de temps des kilomètres presque infinis. On les fait aussi à l'occasion de vacances ou de week-ends en voiture qui nous font sortir de ville. Et on les fait beaucoup, ça c'est ce bleu foncé que vous voyez là, on les fait beaucoup dans la périphérie des villes sans nécessairement entrer dans la ville. Vous voyez ce poids tout à fait considérable de cette ville dont on parle si peu, hein, qui est dont certains ont appelé la ville émergente, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais vous voyez qu'en termes de mobilité, c'est quand même grosso modo, le poids de la couronne, c'est quand même grosso modo 2 fois le poids de ce qui se passe au centre. Hein. Et que si on cherche à réguler des choses, c'est peut-être là qu'il faut le faire. Bon, circulation automobile, les choses changent un peu, j'insiste pas, c'est un peu technique, mais c'est qu'en gros, quand vous faites des déplacements à longue distance, vous êtes plus souvent 2 dans une voiture, voire 3, voire 4 que quand vous êtes en circulation urbaine. Et en trafic intérieur, voilà le poids des modes. Bon, vous voyez que le poids du système automobile reste tout à fait écrasant, même en 2008, après une dizaine ou une quinzaine d'années d'efforts publics pour essayer de limiter un peu les choses. Alors, autre type d'argument sur lequel j'insiste beaucoup, nous sommes dans un phénomène de persistance rétinienne. On trouve encore beaucoup de gens qui parlent de l'explosion de la mobilité.
Cette explosion de la mobilité s'est transformée en implosion depuis un certain nombre d'années. Et on n'en a pas toujours pris conscience. Sur un demi-siècle, il est clair qu'en gros, sur un demi-siècle, on peut dire qu'on se déplace sur 6 fois plus de kilomètres qu'il y a 50 ans. C'est considérable. C'est considérable. Ça s'est produit pour l'essentiel années 60, années 70, on va le voir, avec d'une part de l'offre publique de capacité et de vitesse sur des réseaux routiers rapides, voire des RER et aujourd'hui des TER, et par un autre phénomène qui a été la motorisation et la multimotorisation des ménages, qui a conduit à une acceptation assez large du stationnement sur voirie et à une valorisation du modèle mobile. Ça, c'est notre histoire longue. Notre histoire longue, si on essaye de l'évaluer en termes économiques et sociaux, qu'est-ce qu'elle a permis ? Qu'est-ce qu'elle a fait de bon ? Qu'est-ce qu'elle a fait de pas trop bon ? Qu'est-ce qu'elle a fait de bon ? Je crois quand même, le premier point, c'est l'extension et la fluidité des marchés. Il n'est plus impossible aujourd'hui à quelqu'un... moi, j'ai passé mon enfance dans la sidérurgie lorraine. Dans la sidérurgie lorraine, on parlait de déportation quand une usine était déplacée de 3 km. Il y avait le côté un peu excessif, évidemment, de la lutte sociale, mais il y avait ce côté simple que les gens avaient très peu de moyens de déplacement. Et que se déplacer des sites de production de quelques kilomètres bouleversait des modes de vie. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là pour la majorité de la population. Et ça a été une source d'efficacité économique et sociale dans différents types de domaines. La production, l'habitat, les loisirs, la consommation. Bon, sans déplacement, il y a la plupart des objets que nous fréquentons, des objets urbains que nous fréquentons, n'auraient pas la même tête, on n'aurait pas cette même densité de choix que celle dont nous bénéficions. Point plus discuté et discutable. Alors là-dessus, on voit bien qu'un même phénomène peut être considéré comme un plus ou un moins selon les critères qu'on met en avant. Indiscutablement, on a un peuplement plus homogène du territoire qui a été permis par la mobilité, par l'automobile. Bon, vous voyez au fil des recensements depuis 1975 des repeuplements de communes rurales qui ne risqueraient pas de se produire si nous n'avions pas de l'accès de ces communes rurales à des univers urbains ou métropolitains. Ça a permis aussi le développement du tourisme qui a été un des moteurs de la production. Là, c'est les travaux de mon ex-collègue, puisqu'il a quitté Paris-Est, Davzy, qui l'ont bien montré. Hein. Mais bien entendu, vous avez aussi le discours inverse, qui est, en gros, la voiture, c'est ce qui a permis l'étalement urbain, et l'étalement urbain, c'est pas bien. Hein. Donc là-dessus, un même constat peut donner lieu à des interprétations différentes. Alors, ce modèle, je crois que sa mise en cause la plus claire, c'est au fond, est-ce qu'on accepte ou pas une forme de course-poursuite, une forme d'illusion, au fond. Nos capacités de mobilité sont fortement accrues par notre équipement en prothèses de déplacement, que ces prothèses de déplacement soient des voitures, des vélos, des transports en commun ou autres. Donc nos capacités de mobilité sont accrues. Nous avons plus de choix. Mais les lieux dans lesquels nous nous rendons sont des lieux gérés par des acteurs. Et ces acteurs, qu'est-ce que, au fond, ils intègrent dans leur stratégie ? Eh bien, ils intègrent le fait que nous sommes plus mobiles. Et donc, finalement, pouvant être mobiles, il y a une demande de la part des acteurs que nous soyons mobiles. Les grands acteurs, les acteurs du grand commerce, ont bien compris que c'était quand même plus simple qu'on vienne à eux qu'eux viennent à nous. Les acteurs des loisirs, idem.
etc., etc. Et nous-mêmes, en tant qu'acteurs, nous nous disons, au fond, si avec 3 km ou 5 km de plus, je peux tirer tel ou tel avantage d'une localisation résidentielle, qu'il s'agisse de qualité d'environnement, de qualité d'environnement social, de qualité des lycées autour, de tout ce qu'on veut, en général, on n'hésitera pas. Et donc, le problème, ce qui a caractérisé ces années, c'est que plus de capacités de mobilité ont été mises au service de stratégies de localisation, de maillage du territoire, etc., qui intègrent ces capacités et qui finissent par transformer ces capacités en obligations, avec évidemment peu de raisons que ce qu'on appelle l'équilibre urbain, qui est bien difficile à définir, mais enfin, dont on peut avoir une vague idée, soit bien peu de raisons que cet équilibre urbain soit, au fond, atteint. Bon, quelques exemples qui fonctionnent encore aujourd'hui, de fabrication d'obligations. Alors, ce n'est pas du tout des oppositions primaires à des politiques qui ont été proposées depuis 2007, mais c'est un constat. Au fond, quand on fait une carte hospitalière ou quand on fait une carte judiciaire qui réduit, au fond, les points d'entrée dans le système, qu'est-ce qu'on fait d'autre que de se dire, eh bien, les gens ont des capacités de mobilité, utilisons-les pour optimiser notre système. Bon, de même, les plans sociaux, et on a souvent été frappé de voir, à l'occasion de plans sociaux, des consultants extrêmement mobiles considérer qu'après tout, quand même, quelqu'un qui retrouve, enfin, à qui on propose un emploi à 20 km de son domicile doit l'accepter. Faites le calcul, 20 km le matin et soir en voiture dans un environnement semi-rural, là où il n'y a pas nécessairement de transport public, ça représente à peu près 25% du SMIC. Bon, on peut comprendre que les gens hésitent à ça. De même, le système tel qu'on en hérite nous a fait fabriquer beaucoup de zones artisanales, commerciales et tout ce que vous voulez aux nœuds de voies rapides qui n'ont pas de desserte TC. Alors, pour la majorité de la population, c'est pas un problème. Pour la partie de la population qui a des difficultés, soit économiques, soit cognitives, pour passer le permis, c'est un problème. Et là, on peut penser qu'on a, je dirais, sur une partie minoritaire, encore une fois, de la population, mais de l'exclusion fabriquée par des difficultés de mobilité. Donc la question centrale, pour moi, elle est simple, c'est la question d'une course-poursuite entre des capacités qui renforcent l'autonomie des individus et, au fond, une hausse constante de la norme de mobilité, avec comme horizon, bien sûr, un petit peu anxiogène, l'idée que la période d'énergie bon marché elle est plutôt derrière nous, que, ce faisant, on renforce peut-être la température de la Terre avec du risque climatique. On a une évolution de la perception de la fonction des territoires centraux avec une recherche de qualité de ces territoires centraux, mais on cherche à la fois la qualité de vie et quand même on souhaite qu'il ne soit pas trop muséifié. C'est-à-dire, Venise ne fait pas rêver. Venise ne fait pas rêver, mais il faut essayer de ne pas être Venise. Et enfin, une question sociale, qu'on a remis un petit peu sur le tapis il y a quelques années, et à laquelle, personnellement, je crois que c'est une question sérieuse. Nous avons des jeunes entre 18 et 25 ans qui n'ont pas nécessairement eu les moyens de passer le permis, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une voiture ou ce que vous voulez, et qui peuvent être privés de potentiel d'emploi de ce fait-là. Bon, les conséquences sur l'environnement, ça, je crois que tout le monde les connaît, donc je ne vais pas insister, mais grosso modo, je crois qu'une des questions quand même qui est toujours un peu au fin fond, enfin au très fond des politiques, on peut l'exprimer de façon un peu triviale en disant
quand tous les Chinois auront une voiture, il n'y aura plus d'essence pour nous, quoi, hein, grosso modo. Donc, est-ce que nous allons vers un modèle compliqué? Alors, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, après 20 ans de développement à 10%, il y a à peu près autant de voitures en Chine qu'en France. Et que si vous prenez Shanghai aujourd'hui, quand vous voulez acheter une voiture à Shanghai aujourd'hui, vous passez par un système d'enchères comme à Singapour. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait conscience que les pays émergents ont des politiques, ont déjà, d'ores et déjà, à un stade extrêmement de faible développement de l'automobile, ont pris des mesures, je dirais, anti-automobiles, entre guillemets, que nous n'aurions pas le courage ou le souhait de prendre chez nous aujourd'hui. Alors, mon hypothèse est que tous les orateurs vous disent évidemment toujours qu'on est à un tournant. Bon, le tournant, pour ce qui me concerne, n'est pas du tout de nature économique. Il est de nature, me semble-t-il, générationnelle, autour des valeurs et de ce qu'on met en avant. Bon, pour résumer les choses, les années 60 et 70 ont été des années de conquête joyeuse de la mobilité automobile. Elle était très joyeuse alors qu'on n'arrêtait pas de se tuer en voiture. Et on est passé à un contexte où on est plutôt dans la lassitude de l'obligation et de la dépendance. L'automobile en tant qu'objet ne fait plus rêver. Ce qui fait rêver, et vous voyez les conversations, y compris quand vous vous asseyez dans des parties piétonnes, les gens adorent leur portable, ils adorent les réseaux sociaux qu'ils mettent en œuvre. Clairement, le plaisir est passé du côté du virtuel, le plaisir et le consentement à payer. Et l'automobile, elle est passée de la case achat plaisir à la case consommation obligée. Elle est perçue comme coûteuse, non pas parce qu'elle est plus coûteuse qu'avant, mais parce qu'elle procure moins de plaisir. Et donc, c'est bien, en quelque sorte, le rapport qualité-prix qui se dégrade à travers la perception qu'on a des choses. En outre, bon, elle est pour partie culpabilisante. Hein, si j'utilise ma voiture, je suis mauvais pour l'environnement, alors que c'est évidemment pas le cas avec mon portable, même si parfois on peut se dire qu'il est recyclé dans des conditions pas terribles en Chine ou en Inde. Une indication de l'explosion du virtuel et de cette habitude que nous prenons à la présence distante. Grosso modo, sur une période de 20 ans, on a vu exploser les biens et services de présence distante, c'est-à-dire qui n'exigent pas la coprésence, alors que les biens et services de coprésence ont, eux, plutôt régressé, au moins en valeur relative. Chez les planificateurs, en gros, on peut dire que l'idée de la recherche maximale d'accessibilité des lieux urbains, qui a été caractéristique des années, je dirais, des années Cordépont, pour dire les choses très rapidement, s'est peu à peu substitué à d'autres préoccupations. On veut une ville à vivre, ouverte au tourisme et au loisir, qui donne une bonne image d'elle-même. Et on a des impératifs, alors que j'ai qualifié d'impératifs catégoriques. Bon, c'est peut-être un petit peu excessif aujourd'hui. On voit quand même qu'il y a de temps en temps des forces de rappel, mais l'idée quand même de préservation maximale de l'environnement, d'exemplarité de la France dans ces domaines-là, qui redonne une légitimation à l'action collective pour les transports publics et contre l'étalement. Alors, je crois que là-dessus, il y a un point qui reste un point très large de débat, c'est-à-dire que, en gros, il y a une certaine confusion entre l'idée de développer des systèmes vertueux pour l'environnement qui ne souffrent pas de discussion et l'idée de croire que ça va déboucher chez nos concitoyens sur des pratiques vertueuses.
hein. C'est toujours la question de l'offre et de la demande, la réponse de la demande à l'offre. Bon, c'est pas... Enfin, tant que finalement on laisse un peu dans l'ombre les pratiques de nos concitoyens, bien, on peut toujours développer des systèmes aussi beaux que possible. Il leur faut autre chose. Il faut qu'ils rencontrent la demande. Bon. Alors dans les médias, bon, je vous avoue que là, j'ai de la part de certaines rencontres avec des médias, c'est peut-être un effet parisien aussi, mais j'ai trouvé que l'attention des médias est souvent inversement proportionnelle au rôle effectif des systèmes. On a eu des milliers d'articles sur les rollers, sur Vélib, qui sont des systèmes hautement sympathiques. Hein, je les critique pas. Enfin bon, si vous voulez, quand on pose qu'un adulte en moyenne fait 35 à 40 km par jour, bon, on voit bien que les rollers et Vélib, c'est quand même pas tout à fait ce qui répond à sa mobilité, quoi, hein. Alors, bon, tout ça est très beau, mais c'est quelques pourcents de la mobilité. Tant mieux si on comble quelques pourcents. Mais quelque part, il n'y a pas d'approche, encore une fois, par les ordres de grandeur dans les médias. Alors, bon, je passe sur ce graphique qui est moyennement lisible. Celui-là l'est probablement plus. Voilà ce qui fait qu'on peut quand même difficilement parler d'explosion de la mobilité. Ça, ce sont les taux de croissance des circulations par décennie, hein, les taux de croissance annuels. Vous voyez que dans les années 60, on y allait, plus 12% tous les ans. On était chinois, hein. Dans les années 2000, on fait plus 0,3. Bon, il est difficile, dans ces conditions-là, de parler d'explosion. Alors, on peut aussi être un peu déçu par les attentes qu'on a. Alors là, c'est le constat fait par l'enquête transport dont les résultats sont sortis il y a un mois et demi ou deux, hein. Donc là, on recense les kilomètres qui sont parcourus par les gens dans les différents types de moyens de transport. Alors vous voyez qu'il y a un mode qui a explosé. Il a explosé dans les situations, il a explosé à partir d'une situation très très minoritaire, hein. C'est les modes à deux roues, avec le vélo qui effectivement croît de façon très significative, mais c'est surtout les deux roues motorisées qui croissent de façon extrêmement significative dans les plus grandes villes congestionnées, hein, Bon, la voiture, vous voyez qu'on est sur un rythme qui est aux alentours de 1% par an, hein. C'est pas extraordinaire. Et malgré quand même des gros efforts déployés, ce que nous dit l'enquête transport est que la clientèle globale des transports publics, alors encore une fois, ce n'est peut-être pas la situation à Nantes, mais là, encore une fois, c'est la situation sur l'ensemble du pays, n'a probablement est un résultat probablement un petit peu décevant pour ceux qui ont eu une foi dans ces politiques. Par ailleurs, bon, c'est des choses que vous savez, mais qui sont peu sur la place publique néanmoins. Le produit automobile et, je dirais, les conduites des automobilistes ont quand même fait des progrès importants, même si, encore une fois, on peut souhaiter la poursuite de ces progrès. Enfin, il faut garder présent à l'esprit qu'en 1972, on avait 17 000 morts sur nos routes, qu'aujourd'hui, on en a aux alentours de 4 000 pour un trafic qui a été multiplié par 3. Donc, on est quand même sur des progrès tangibles. 4 000 morts, c'est 4 000 morts de trop, très clairement. Et donc, il faut continuer ces progrès. Mais on ne peut pas garder les images mentales qu'on a eues. Et de même, on a aujourd'hui des progrès. Alors, ils ont été tardifs, ils sont récents. 10 minutes, merci. Sur les consommations d'énergie des véhicules. Bon,
Les réponses actuelles, ce sont, du point de vue, je dirais, des grandes idéologies, là encore une fois, idéologies ou des grandes doctrines, hein, elles ont été structurées autour de deux thématiques, la thématique de la ville compacte et la thématique des transports publics et des modes doux. Bon, on comprend bien pourquoi. Ces thématiques, je vais essayer de vous montrer qu'elles ont un potentiel relativement limité avec des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il ne faut pas tout en attendre. Alors, la base de l'argumentaire en faveur de la ville compacte, il est simple, il rejoint des éléments de bon sens. C'est que lorsque vous habitez en périphérie, là, le P sur le graphique, vous vous déplacez sur plus de distance que lorsque vous habitez en banlieue, et lorsque vous habitez en banlieue, sur plus de distance que lorsque vous habitez au centre. En gros, quand les choses ne sont pas à proximité, il faut aller les chercher, et vous voyez que il y a des écarts qui sont grosso modo de 1 à 3. On peut dire l'habitat périphérique génère 3 fois plus de kilomètres par jour, et en général en voiture, que l'habitat central. Alors, c'est vrai sur les déplacements quotidiens, ça l'est moins vrai sur l'ensemble de l'année, mais à la limite, les territoires jugent ce qui se passe sur leur territoire. Mais sur l'ensemble de l'année, en gros, l'élément modérateur, c'est que beaucoup de gens qui vivent en périphérie vivent dans des maisons individuelles, vont avoir moins de résidences secondaires, vont avoir moins d'envie ou de possibilité de se déplacer à l'étranger, d'aller découvrir le grand monde. Et au fond, quand vous comparez des gens à un revenu comparable, vous apercevez que finalement, au total, ils se déplacent, globalement sur l'année, ils ne se déplacent pas plus quand ils sont en périphérie que dans les centres. Mais bien entendu, quand ils sont en périphérie, ils encombrent beaucoup plus les réseaux urbains par les voitures sur le territoire. Alors, les problèmes d'action dans cette direction-là, on les connaît tous. C'est d'abord les lenteurs de la transformation urbaine, même si elle se fait. Il suffit de voir l'île de Nantes, mais grosso modo, la matière urbaine ne se transforme pas d'un coup de baguette magique. Les problèmes sont aussi des problèmes de nature économique. Aujourd'hui, il est quand même beaucoup, beaucoup moins coûteux de construire dans des endroits qui n'ont pas été préalablement construits. Et il est souvent moins coûteux, vu les progrès d'industrialisation qui ont été faits, de construire 100 mètres carrés en individuel qu'en collectif. Les satisfactions exprimées par nos concitoyens, alors qui peuvent être effectivement orientées par des lobbies ou autres, grosso modo, ils expriment quand même assez souvent des satisfactions relativement importantes à l'égard de ce type d'habitat périurbain. Et c'est en partie, probablement aussi, parce que eux-mêmes souhaitent des processus de mise à distance. Ces processus de mise à distance, les recensements nous disent qu'ils continuent à exister. Et donc, je dirais, il y a toute une série de choses qui font que aller vers la ville compacte est, de mon point de vue, probablement à une certaine rationalité et peut-être souhaitable. Cela dit, ça ne peut se faire que lentement et avec l'assentiment de nos concitoyens. Je passe là-dessus. Deuxième type de solution, développer les transports collectifs. Alors, on a vu qu'on l'a fait, je dirais, il faut être honnête, la France était, dans les années 70, largement en retard sur la plupart des pays européens en matière d'organisation et de développement de leur transport public. Après 25 ans de développement, je dirais, après l'instauration du versement transport, grosso modo, on n'a plus à rougir de nos réseaux par rapport à la plupart des villes européennes. Nos réseaux desservent plutôt correctement les parties centrales des villes. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, je dirais, vers ces zones-là,
La bataille est gagnée, elle est gagnée en faveur de ces réseaux, mais le gros de la mobilité se développe ailleurs. Il se développe sur des liaisons de banlieue à banlieue, il se développe sur des liaisons de ville à ville, de Nantes, Saint-Nazaire ou autres. Et là-dessus, nos transports publics sont pas nécessairement aussi bien positionnés. Deuxième élément de réflexion, là, qui est simple, là aussi, quand vous regardez les choses depuis 10-15 ans, les coûts d'exploitation, ça prenait 4% par an en monnaie constante, au kilomètre. Et donc, bien, les finances publiques n'étant pas un réservoir sans limite, à un moment ou un autre, il y a des soucis, puisque, bien entendu, la tarification, elle, n'a pas augmenté de 4%. Les tarifs n'ont pas augmenté de 4% hors inflation. Alors, troisième élément de difficulté, c'est la structure géographique du marché des déplacements. Et vous apercevez que encore aujourd'hui, encore sur la période récente, le marché des déplacements en termes géographiques évolue de façon assez défavorable au système ayant besoin de regrouper des clients. Les déplacements, qu'ils soient internes au centre ou vers le centre, continuent à baisser, quels que soient les modes de transport utilisés. À l'inverse, les déplacements qu'on appelle many-to-many, c'est-à-dire qui vont un peu de n'importe où vers n'importe où, continuent à croître très fortement. Et là-dessus, c'est clair que ce sont les modes individuels qui occupent le gros du pavé. Bon, ça, c'est ce que montre ce graphique sur l'Île-de-France, mais les franciliens sont les franciliens. Cela dit, quand ils vont vers Paris, ils sont à 80% dans les transports publics. Quand ils font du déplacement interne à la Grande Couronne, ils sont à 10% dans les transports publics. Et donc, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de caractère pratique ou pas des choses. Si bien que si on veut capter les déplacements, le gros des déplacements automobiles, il se fait de banlieue à banlieue. Si on veut le capter, il faut des systèmes pour ça. Et ces systèmes pour ça, ils sont compliqués de mise en œuvre et avec des succès pas toujours au rendez-vous. Alors, j'accélère. Ces affaires de coûts, j'en ai déjà parlé. Retenons que les efforts qu'on peut faire impliquent des coûts croissants et des financements publics croissants. Je passe là-dessus. Les clientèles de départ, oui, l'ordre de grandeur. Si je suis retourné voir les résultats du recensement, dans l'aire urbaine de Nantes, 23 000 actifs vont travailler en transport public, 207 000 en voiture. Donc même si quand vous multipliez par deux, à supposer que vous sachiez multiplier par deux la clientèle des transports publics sur le déplacement domicile-travail, vous enlevez 10% de voitures. Bon, c'est bien, mais c'est pas facile. Bon, il faut bien aller vers une moindre dépendance au pétrole, et je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est de changer d'image mentale. Changer d'image mentale, la voiture est restée un couteau suisse qui permet de faire le déplacement d'1 kilomètre comme le déplacement à très longue distance. On n'a pas besoin de la plupart des caractéristiques d'une voiture à courte distance, car elles sont réglées par ses besoins à longue distance, en termes de poids, de puissance, de tout ce que vous voulez. On est resté sur une image mentale de service universel pour les transports publics. Service universel, c'est bien, mais ça veut dire on s'arrête tous les 300-400 mètres, par exemple. Ça réduit très fortement la compétitivité. Donc il nous faut diversifier la boîte à outils, les boîtes à outils, et les diversifier au service de quoi? De mon point de vue, quand même, maintenir la fluidité des marchés. On ne fait métropole que si on est sur des systèmes où la mobilité entre les différents points de la métropole est facilitée. Deuxième type d'enjeu, veiller à une bonne accessibilité aux ressources de la métropole pour tous. Et ça, c'est un vrai sujet que la démocratisation de l'automobile n'a pas totalement réglé.
réduire les pressions environnementales, bien entendu. Et enfin, j'y insiste parce que, là encore, dans la communauté à laquelle j'appartiens, c'est un thème qui n'a pas été extrêmement présent, mais maîtriser la dépense publique pour les transports, il faut quand même savoir que ce qu'on met là-dedans, on ne le mettra pas pour la santé, pour la dépendance, pour je ne sais quoi, qui peut être tout aussi utile. Le terrain de jeu, me semble-t-il, c'est d'abord et avant tout le fonctionnement et la gestion des systèmes, beaucoup plus que l'investissement, alors que les débats se polarisent sur l'investissement. Nous avons des systèmes, si je prends un système simple, un sous-système qui est le stationnement, je peux vous dire que les progrès en matière de gestion sont considérables. Je ne le dis pas pour Nantes, encore une fois, je le dis d'une façon très très générale. Deuxièmement, transformer l'image mentale de la route. Je vous donne là ces 3 axes et puis je les développe et après j'ai fini. Première piste, fonctionnement des systèmes. En gros, nous avons des systèmes qui peuvent être faire de gros progrès en matière de fonctionnement à travers des éléments de hiérarchisation. Ça, je crois que vous le faites assez largement à Nantes avec le tramway, les busways, les bus et après les minibus. Concevoir des dessertes adaptées à des lieux d'emploi périphériques, ça veut dire sortir un peu du service public universel, parce que peut-être qu'il n'y a que le matin et le soir qu'il faut y aller, et pas dans toute la journée. En matière de stationnement, je prends un exemple, c'est une politique qui est menée à San Francisco, où vous avez des tarifs de stationnement qui varient en fonction de la congestion du stationnement et qui garantissent... l'objectif, il est toujours simple, c'est de garantir qu'il y ait quelques places disponibles. Excusez-moi, j'accélère. Dans la gestion, je mets, là encore, tout ce qui relève de la solidarité. Ce qui relève de la solidarité peut passer par différents types de véhicules. Ce n'est pas que le transport public, ça peut être aussi le covoiturage organisé par Pôle emploi, ça peut être de l'aide au passage au permis, ça peut être des choses comme ça. Image mentale de la route, on est un des pays en Europe qui utilise le moins l'autocar. Chez nous, dès que c'est interurbain, c'est ferroviaire. Oui, c'est bien quand on peut et quand il y a les clientèles suffisantes, c'est très bien. Quand il n'y a pas les clientèles suffisantes, il ne faut pas renoncer. L'autocar, c'est un mode légitime et il a de beaux succès de ci, de là. Mais surtout, je dirais, moi, ce qui me motive le plus, c'est de dire, nous avons des religieux du vélo, des religieux de la voiture et personne entre deux. Or, me semble-t-il, c'est dans cet entre-deux qu'à travers des vélos électriques, des scooters électriques, on peut trouver des modes qui concilient l'urbanité nécessaire des moyens de déplacement et je peux aller où je veux, quand je veux, qui est finalement quelque chose d'assez souhaité par les gens. Et j'observe que les grandes métropoles asiatiques, qu'on envie du point de vue de leur capacité de développement économique, sont pour la plupart des métropoles qui ont fait toute leur place, et une très large place, aux 2 roues motorisées, aux 2 roues électriques notamment. L'intégration transport-territoire, c'est un thème beaucoup plus, je dirais, habituel dans nos débats, et donc je vais le sauter. Les conditions de succès, je crois, là aussi, je passe rapidement, mais il y en a. Première condition, je crois, c'est de se convaincre qu'il n'y a pas de solution universelle. Arrêter de s'envoyer des solutions toutes faites qui régleront tout. Non, nous pouvons faire des progrès, mais dans tous les cas, ce sont beaucoup de petits progrès et rarement un très grand d'un coup. Deuxième, et ça j'ai vu que c'était un thème largement répandu, mais très clairement, les technologies de l'information et de la communication peuvent permettre beaucoup en termes d'efficacité de nos systèmes, de gestion, de tout ce que vous voulez. Troisième élément, je pense qu'il y a un rôle qui est maintenu pour l'État, les collectivités publiques et tout ce versant-là du monde,
sont des rôles de certification, de réduction d'incertitude, d'assurer la sécurité. Bon, je crois vraiment que là-dedans, quand les systèmes à promouvoir, c'est du covoiturage, c'est des deux roues, c'est des choses comme ça, la puissance publique, elle a vraiment son mot à dire et elle doit le faire. Enfin, dernier point, dernière condition de succès, je dirais, on a le droit à l'erreur, mais on n'a pas le droit à l'erreur répétée. Et donc, la vraie démarche pour moi, c'est l'évaluation. Voilà, merci.